À quelques kilomètres des ruches de la Kesseline, Stéphane et Adrien ont choisi cette fois de garer leur voiture sur les terres de la ferme Bonne. Ils y rencontreront Jean-Noël, qui leur présentera les différentes activités de ce domaine familial. Puis, leur âme d'aventurier les mènera au labyrinthe de maïs, où ils testeront quelques techniques mathématiques permettant d'en sortir à coup sûr. Il y a une serre là, avec des tomates. Oui, et puis je pense que c'est Jean-Noël là-bas qui est au travail. Bonjour. Bonjour. Noël. Stéphane. Ça va? Adrien, Ça va? On se tutoie? On se tutoie, allez. D'accord. Ah bah c'est parti. Donc Jean-Noël, tu nous présentes la ferme Bonne. Donc Bonne, c'est votre nom de famille. Ouais, c'est ça. Donc en fait, moi, c'est mes parents qui sont sur l'exploitation. Donc Manu et Céline, et puis on est 4 enfants. Donc on aide pour l'instant, et puis après, par la suite, on pense s'installer tous ensemble, quoi. Et ça fait combien de générations que la ferme est tenue par ta famille? Mon papa était la 8e génération. 8 générations, c'est Donc, énorme. Ouais, c'est énorme. Après, c'est un patrimoine de famille qu'on a de la chance de se transmettre de génération en génération. Et il faut savoir l'exploiter au goût du jour. Et c'est un peu le défi de l'agriculture de demain, de développer et trouver des nouvelles combines pour vendre soi-même sa production afin d'être le rentable le plus possible, quoi. Vous misez beaucoup sur le local, j'imagine, les produits locaux. Ce que vous vendez dans votre magasin, c'est vraiment tout ce qui est produit sur la ferme ou ses alentours? Ouais, tout à fait. En fait, le but, c'est que le client vienne et trouve un petit peu de tout quand ils viennent, que ce soit une mini grande surface. En fait, c'est un peu ça le but. Donc nous, on fait tout ce qui est légumes, donc produits sur l'exploitation. Et après, on fait tout ce qui est viande, donc viande bovine, donc de veau. Et après, on fait tout ce qui est fromage. Donc on va aller voir la traite après. D'accord. Donc fromage, beurre, yaourt, tout ce qui est produits laitiers. D'accord. Donc ça, c'est vraiment des produits faits maison, sur place. Sur la ferme, voilà. Après, on travaille avec d'autres producteurs aux alentours pour revendre leurs produits. C'est du donnant-donnant, quoi. Vous Ok. faites marcher le circuit court. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Donc ici, on est où alors, Jean-Noël? Alors ici, on est dans une serre. Donc il y a un petit peu de courgettes, un peu de tomates cerises. Ensuite, on a tout ce qui est poivron, aubergines et puis les tomates. Donc on essaie de travailler au maximum avec des variétés anciennes pour garder la résistance en fait aux maladies, parce que les anciennes variétés, elles sont faites depuis des générations, et ça c'est pareil, c'est un capital que les anciens ont réussi à développer. Et donc comme elles sont plus résistantes aux maladies, on n'est pas beaucoup moins embêté à traiter en niveau phytosanitaire. D'accord. Ok. Et donc ce bruit là, c'était quoi? En fait, ici, c'est tout automatique. Donc, au niveau ça s'ouvre en fonction du vent, en fonction de la température pour gagner en fait en précocité. Ah, c'est génial. Ah, C'est mathématique, au fond. C'est mathématique. C'est de la technologie, quoi. On peut goûter? Ah bah ouais, des bonnes tomates cerises de Sainte-Marie-Capelle. Ah bah voilà, c'est parti. Allez. T'en veux une, Adrien? Je veux bien. Très bonne. Hop. Donc là, Jean-Noël, on est devant un champ de courges. C'est ça, tout à fait. Donc, en agriculture, on doit prévoir quelques mois à l'avance ce qu'on va récolter. Donc là, on a planté ça au mois d'avril, et puis là, on va récolter ça au mois d'octobre. D'accord. Et là, et ce qu'on voit là, ce sont des choux? Des choux de Bruxelles, ouais, tout à Mais fait. c'est énorme, non? Ouais, bah, J'ai l'impression d'avoir jamais vu des choux de Bruxelles aussi gros, moi. Bah, c'est toujours comme ça? Ouais, c'est toujours comme ça. Ah C'est la diversité un peu de l'agriculture, en fait. Au plus la D'accord. plante elle est grande, au plus les racines niveau profond. Donc, au plus ça travaille le sol, et en fait c'est ça qui fait la diversité. C'est ce qu'on appelle la rotation des cultures. En fait, on met des cultures plus petites pour avoir des plus petites racines pour travailler en superficie le sol, et des grandes cultures comme le maïs ou le chou qui vont travailler en profondeur pour aller rapporter l'eau au fond. D'accord. Donc là, tout est réfléchi. La disposition de chacune de vos plantations a été réfléchie pour optimiser un petit peu le rendement de chacun des légumes ou des... Voilà, c'est ça, c'est le travail de plusieurs années en fait. Ok. Bon, on va cuire les Intéressant. courges. Ah bah écoute, on est partant. Moi je vois bien Adrien à la brouette. Adrien la brouette. Ouais, je vois bien Adrien la Nous on brouette. charge alors. Et nous on charge. Allez.
Alors moi je croyais que c'est des potirons, ça. C'est dans la famille des courges, les potirons. Ouais, c'est des potirons. C'est des potirons. Ça me rappelle la grande vadrouille. Ah ouais. Ouais, c'est potirons la grande vadrouille, non? Donc ok, alors il y en a, je vois vraiment, enfin il y a toutes les tailles, ça dépend de quand elles ont été plantées, j'imagine. Non, bah en fait, Même pas dans un pied, il y a différents formats. Des fois, en grande surface, on a une taille et les autres, ils sont jetés à la poubelle. Voilà, Ici, c'est on ça. a le choix sur différents. Alors que nous, on optimise. En fait, il y en a qui préfèrent des grosses pour faire une grande soupe ou pour Halloween faire une belle drôle. lanterne. Et il y en a qui préfèrent des plus petites soupes. Alors, il y a des plus petites, petits potimarrons. Et alors si j'ose dire, la plus grosse courge que vous ayez eue, ça représente quel poids, Oh, Vous avez jamais fait de concours de Non, courges? mais c'est une idée à prendre. On fait des maths. Waouh! Alors, je te dis, j'ai l'impression d'être dans la grande vadrouille. C'est berger, mais c'est berger version C'est ça. Les vaches, elles sont heureuses. Ah ça c'est vrai, regarde ça là, regarde l'espace qu'elles ont, ces vaches là. Comment tu veux que le fromage soit pas bon après? Alors est-ce qu'elles ont un nom chacune? Elles ont un nom, mais on les connaît pas tous. Ah ouais, j'imagine. Ouais, 90, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, à 90 vaches vous avez? Ouais. Alors ça fait combien en production de lait à peu près, je sais pas, par mois Bah, une vache, c'est 25 litres de lait par jour. 25 litres de lait par jour. Donc c'est 8000 litres de lait par an à peu près, vu qu'il faut savoir que la vache, elle est en congé maladie durant 2 mois. Ah ouais? En congé maternité. Maternité. En congé maternité pendant 2 mois. Alors elle a l'air d'avancer moins vite que les autres. Hein. Ah bah, les vaches, on essaye de les garder un peu plus dans le temps, du Ouais. fait qu'elles sont au pâturage et âgées, qu'on aime elles. bien nos bêtes. Et donc ça, c'est une bête qui est un petit peu plus âgée. Après, elle est pas mal pour autant. Non. Alors ça vit combien de temps à peu près une vache? Ça vit une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Bon bah Jean-Noël, merci beaucoup pour cette balade en quad. Dis-moi, c'est un vrai labyrinthe chez toi ici, hein, non? Ouais, si, bah, y a de l'espace. Après, faut les nourrir les bêtes, donc... On a vu qu'elles avaient vraiment tout l'espace pour être à l'aise et faire du bon lait. J'imagine que ça se ressent dans les fromages, dans les yaourts de la ferme. Ouais, bah surtout sur le beurre qui est beaucoup plus jaune en été, vu qu'elles ont plus d'herbes, D'accord. plus riche en Vraiment oméga 3. directement un impact sur c'est fou. Ouais, si. Donc là Jean-Noël, on arrive devant la salle de traite, c'est ça? Ouais, c'est ça, la salle de traite où on récolte le lait. Donc c'est automatique, bien sûr, ça se fait plus à la main depuis longtemps. Ah non, c'est automatique. Enfin, il faut encore quelqu'un derrière pour le brancher. Dans certaines fermes, c'est automatique. Mais nous, on a choisi cette version-là parce qu'on aime bien avoir le contact avec les bêtes. D'accord. Ok. On va aller voir. On va voir? l'intérieur. Allez, on va voir. Salut mes cocottes. Ah, faut passer là? D'accord. J'ai l'impression d'être sur un manège. Et donc là, rien les empêche de nous faire une grosse bouse là. Ah non. Là, vous pouvez être baptisé. On peut être baptisé là, d'accord. Voilà, donc là, c'est en fait, on les branche. Enfin, d'abord, on les nettoie avec l'aide d'une lingette qu'on passe en machine à laver. On les branche et puis après, le lait, il court tout seul et à la fin, elle se débranche automatiquement. Et puis après, la vache repart faire son petit tour dans les prés. D'accord. Donc alors, on peut voir, il y a différentes races. Hein. Il y a des races donc, de type Holstein. Après, il y a la vache Montbéliarde, donc un peu plus robuste. Et puis après, il y a la vache plus jersiaise, donc elle qui est plus adaptée au pâturage. Donc en fait, on fait un petit mix des 3 races pour avoir un lait vraiment plus riche. Bah alors ici, on est arrivé dans la cave à fromage, donc la cave d'affinage. Donc il faut savoir que le lait arrive de la ferme, donc on a pu voir la traite des vaches. Et il arrive ici, donc il est transformé par ma maman, donc qui fait ça depuis une vingtaine d'années, donc d'où les 20 sortes de fromages que vous voyez là devant. Donc on a différents types de fromages pour constituer un plateau complet.
Donc on a de la pâte dure, de la pâte molle, de la pâte pressée et on a aussi du fromage de chèvre, donc frais, affiné et de la tome de chèvre. Alors on nous a parlé, après la visite de la ferme, on nous a parlé du labyrinthe de maïs. Et donc nous on avait envie de voir ça. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et nous y emmener après? Ouais, alors nous on a mis en place un labyrinthe de maïs à la ferme. Donc c'est l'occasion des fois de refaire venir les gens à leurs racines, à l'agriculture et puis de voir où pousse leur nourriture, quoi. D'accord. Et dans le labyrinthe là, il est où Alors il est là, on peut y aller. Ah ouais, mais c'est immense. Quelle superficie? Alors il y a 5 hectares en tout. Allez, bah on y va, c'est On parti. y va. C'est parti. Et sinon, vous faites quoi dans la vie? Alors nous, on fait des maths. Alors voilà, c'est là l'entrée du fameux labyrinthe, Le fameux labyrinthe. c'est ça? Alors donc voilà, ça commence par il y a des panneaux comme ça explicatifs dans le labyrinthe, c'est un jeu, c'est... Ouais, c'est ça en fait. On peut apprendre sur l'agriculture tout en s'amusant. D'accord, donc c'est pédagogique en même temps, ce labyrinthe. Ouais, tout à on fait. réapprend l'agriculture au fur et à mesure du labyrinthe. Ok, et ben c'est super. Mais alors ça La c'est... famille qui nous rejoint. Voilà, c'est ça. Ça c'est Adrien, mon petit frère. D'accord, eh ben, bonjour Adrien. Très beau prénom. Tu veux faire le labyrinthe avec nous? Oui. Ah bah d'accord, bah c'est parti. J'espère qu'on va pas se perdre. Effectivement, en plus on n'a pas de carte. Puis bon, j'imagine que pas question d'aller voir une vue satellite sur Google Maps sur internet. Enfin, le labyrinthe est éphémère, vous le refaites chaque année? Ouais, on le refait chaque année, mais on fait des parcours différents à différents endroits. D'accord, donc effectivement impossible. Par contre, est-ce que tu sais qu'il existe des méthodes infaillibles pour sortir d'un labyrinthe? Ah non. Ah, Adrien. moi j'en ai une. Toi, t'en as une? Ah bah alors, Allez. Adrien, Première méthode. c'est quoi ta méthode? Elle est toujours à droite. Toujours à droite. Tu veux dire, on longe le mur de droite et on est sûr de sortir? Oui. C'est incroyable ce truc. Je propose qu'on essaie. C'est parti. Donc on longe le mur de droite. Alors, là on arrive à une intersection, donc si on suit la méthode, À droite. on suit le mur de droite. Droite. Et voilà la sortie. Attends, il y a une porte. Ah non, Il y a un code. Il y a un Jean-Claude, code. tu nous l'avais pas dit ça? Jean-Noël, Ah bah faut y lire les panneaux. Hein. Moi je vais quand même vous l'ouvrir. t'es sympa. C'est sympa. C'est sympa ton frère. Ah ouais. Ah bah voilà, le dernier chemin. Et voilà, la sortie du labyrinthe. Et voilà. Adrien, je crois que notre méthode fonctionne. Et bravo Adrien. Ouais, bravo, t'as deviné ça tout seul? Ouais. Super, franchement. Et tu sais quoi? Tu devrais faire des maths. En fait, l'explication de cette méthode est toute simple. Imaginons que cette méthode ne permette pas de trouver la sortie. Cela voudrait dire qu'à un moment donné, on tourne en rond, autour d'un îlot. Sauf que ça, ce n'est pas possible. Bah oui, comment voulez-vous accéder au mur de cet îlot si vous n'avez jamais lâché le mur depuis l'entrée? On vient de faire un petit raisonnement par l'absurde, non? Eh oui, donc cette méthode nous amène bien à la sortie. Et c'est génial votre méthode. Tu vois? C'est les maths. Bon par contre, faut pas le dire à tout le monde. Ah non, T'inquiète, non, On n'ébruite pas. c'est pas notre genre. Non, Pas un mot, pas un mot. Il y a une deuxième méthode possible, en fait il y en a même plein. Il y en a une deuxième qui est intéressante. Ouais, et bah, on va vous la présenter tout de suite. Allez, on retourne au début du labyrinthe. Deuxième méthode, l'algorithme de Trémo. C'est un peu plus sophistiqué, mais très efficace. Cette méthode consiste en quelque sorte en une fouille organisée du labyrinthe. On va explorer les allées méthodiquement en s'autorisant au maximum de passages, pas dans le même sens, dans chaque allée. Il faut donc laisser des traces de notre passage. L'idéal serait de peindre le sol d'une couleur, disons jaune, lors d'un premier passage, et d'une autre couleur, disons rouge, lors d'un éventuel deuxième passage. Le rouge condamne donc l'allée en question. Vous allez quand même pas peindre mon labyrinthe? Non, rassure-toi, on va éviter. À la place, on va utiliser des plots de couleurs. Des plots jaunes pour un premier passage, rouge pour un deuxième. Bon, bien sûr, vous pouvez utiliser autre chose que des plots. Vous pouvez utiliser des petits cailloux, comme le petit poussé. Attention, prévoyez 2 couleurs, ou même des rubans de couleurs. J'ai quand même du mal à vous suivre. Normal. Le plus simple, je pense, c'est de commencer et d'expliquer la méthode au fur et à mesure dans le labyrinthe. Allez, On y va?
Tout d'abord, on marche jusqu'à une intersection. On colorie donc notre passage en jaune. Pour cela, je pose un plot jaune à l'entrée de l'allée. Et un autre à la sortie. Première règle, quand on arrive à une intersection jamais rencontrée, on choisit le chemin que l'on veut, au hasard. Par là ? Allez, par là. Bien sûr, on n'oublie pas de déposer notre marque au début de l'allée. Ah mince, une impasse! Bon, je pose quand même la marque jaune, mais... Bien sûr, deuxième règle évidente, lorsqu'on arrive sur une impasse, on fait demi-tour pour regagner la précédente intersection. Et on n'oublie pas la marque rouge car c'est le deuxième passage dans cette allée. Go. Voilà, cette allée est maintenant interdite. Et règle de base, on n'emprunte jamais une allée marquée rouge. Troisième règle, à une intersection déjà rencontrée, comme ici. Si c'est possible, on fait demi-tour, comme dans une impasse. Si ce n'est pas possible, on emprunte de préférence un chemin sans marque du tout, ou au pire, un chemin marqué jaune. Ici, le chemin est rouge, le chemin est jaune. On va donc par là. C'est parti. Et on n'oublie pas la marque jaune. Et on continue, ainsi de suite. Alors ici, on arrive à une intersection déjà rencontrée. Si c'est possible, on fait demi-tour. C'est bon. Mais par contre, en repartant, On met la marque rouge. Go. ah, et ben voilà. On y est, la sortie. On a retrouvé la sortie. Encore une méthode qui marche. Et bien voilà, qu'en penses-tu Jean-Noël ? Oh, c'est un peu plus technique que l'autre méthode, mais une fois qu'on a compris, après ça va tout seul. En résumé, il y a donc quelques règles à respecter pour sortir d'un labyrinthe grâce à la méthode de Trémont. Il y a 150 ans, Charles Trémaux construisait des systèmes télégraphiques et c'est à cette occasion qu'il a trouvé sa méthode pour résoudre les labyrinthes. C'est fou ça, hein ? Ce n'est pas toujours le cas évidemment, mais parfois en science, on fait une découverte comme ça, inattendue, un peu par hasard. Ça s'appelle de la sérendipité. Une justification rigoureuse de cet algorithme nécessite d'utiliser ce qu'on appelle la théorie des graphes. Nous ne la développerons pas ici, mais nous parlerons de graphes dans un prochain épisode. Et il existe encore plein d'autres méthodes bien sûr pour sortir d'un labyrinthe. On vous renvoie au lien dans la description si ça vous intéresse. Et voilà, maintenant que vous êtes vous aussi hyper au point sur le sujet, je vous invite à venir tester ces deux méthodes dans le labyrinthe de maïs de la ferme Bonne, au pied du Mont Cassel et du Mont des Récollets. Et ce sera l'occasion de déguster de bons produits locaux. Et par contre, Stéphane, où est-ce qu'il est passé ? Stéphane ? Stéphane ? Eh oh! Je suis là, Adrien! Je te laisse partir en coccinelle! J'ai toujours rêvé de conduire un tracteur! Maintenant que le labyrinthe a été vaincu, Stéphane et Adrien se disent qu'ils ont bien mérité leurs vacances. Mais pourront-ils vraiment se détacher des mathématiques quelques jours ? La suite au prochain épisode.